Après le dîner de Noël, mon père m'a appelé à 3 heures du matin en hurlant pour obtenir 20 000 $ afin de sauver ma sœur et m'a dit que si je refusais, j'étais mort pour lui. Je lui ai dit d'appeler son enfant préféré, puis j'ai raccroché et je me suis rendormi. Le lendemain matin, la police a appelé et a révélé une vérité qui a choqué tout le monde. Je conduisais sur la route sinueuse vers la maison de mes parents pour le soir de Noël à Evergreen avec une oppression familière dans la poitrine. La neige dérivait sur la chaussée en longs rubans blancs et les pins brillaient sous les lumières du porche comme s'ils posaient pour une carte postale. À la radio, une station de jazz doux jouait quelque chose de chaleureux et lent, le genre de musique que les gens imaginent lorsqu'ils se représentent des fêtes paisibles. Mais la paix n'a jamais été quelque chose que ma famille a su préserver. Je venais juste de me garer devant la maison quand quelque chose en moi a murmuré que cette nuit serait différente. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. C'était peut-être le silence. Ou le froid. Ou la façon dont mes mains tremblaient un peu quand j'ai coupé le moteur. Avant de sortir de la voiture, je me suis surprise à penser à toutes les femmes qui écoutent des histoires comme la mienne en pliant le linge, assises dans leur lit ou en préparant le dîner. Je me demandais si l'une d'entre elles avait déjà ressenti cet étrange serment avant un moment qui allait changer sa vie. Si vous écoutez en ce moment, je suis curieuse de savoir où vous êtes et ce que vous faites. Pour ma part, j'étais assise dans ma voiture, fixant la porte d'entrée de la maison de mes parents, quand tout a commencé à basculer en moi. J'ai repoussé cette pensée et je suis entré. L'odeur du jambon rôti et de la cannelle remplissait la maison. La table de la salle à manger était dressée avec les vieilles nappes de Noël rouges et dorées, celles que maman ne sortait que pour les grandes occasions. Papa était assis en bout de table, la posture raide et fière, comme toujours. Ethan, mon frère de 33 ans, se tenait à côté de lui avec un verre de vin, riant trop fort à quelque chose que personne d'autre n'avait entendu. Il rayonnait de cette assurance facile qu'il avait portée toute sa vie, cette assurance que mes parents n'avaient cessé de nourrir. L'enfant chéri. Le sauveur. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Je suis entré et maman m'a frôlé pour se jeter dans les bras d'Ethan. Elle a embrassé sa joue, touché ses cheveux et lui a dit combien elle était fière. Papa lui a donné une tape dans le dos et a plaisanté sur la façon dont Ethan allait conquérir le monde d'un jour à l'autre. Leur voix s'élevait et tourbillonnait autour de lui comme s'il était une sorte de miracle de Noël. Je suis resté là un instant, tenant mon manteau d'une main, attendant que quelqu'un me regarde. Ils ne l'ont pas fait. Rebecca, ma sœur de 21 ans, a fini par croiser mon regard à travers la pièce. Son sourire a vacillé, mince et à moitié formé. Elle avait toujours été la plus calme, douce mais facilement influençable et bien trop avide d'approbation. Elle a évité mon regard après cela, sortant son téléphone pour vérifier un message. Quand je suis arrivé à ses côtés, elle s'est penchée et a chuchoté qu'elle sortirait après le dîner pour retrouver des amis. Elle l'a dit rapidement, comme si elle confessait quelque chose qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle a glissé son téléphone dans son sac à main. Le dîner s'est déroulé comme toutes les autres fêtes que nous avions eues. Mes parents se vantaient d'Ethan. Ma mère se vantait qu'il ait presque obtenu une promotion dans son entreprise, même si elle ne se souvenait pas de l'intitulé du poste. Mon père a répété une histoire où Ethan aidait un voisin à réparer une clôture, l'étirant pour en faire quelque chose d'héroïque. Chaque fois que j'essayais de parler, la conversation déviait. Il ne le remarquait même pas, Rebecca touchait à peine à sa nourriture. Elle continuait de tordre une serviette sur ses genoux. Au moment où le dessert a été servi, ma poitrine s'est de nouveau serrée. Une lourdeur s'est répandue en moi, rendant la respiration laborieuse. Je me suis excusé, j'ai serré Rebecca dans mes bras, fait un signe de tête à Ethan et embrassé ma mère sur la joue. Papa a à peine levé les yeux de son assiette. La neige avait commencé à tomber plus fort quand je suis ressorti. J'ai brossé les flocons de mes cheveux et marché jusqu'à ma voiture, me sentant plus froide que le vent autour de moi. Le trajet de retour vers Denver a pris près d'1 heure. La route serpentait à travers les montagnes et les phares découpaient de longs chemins argentés dans l'obscurité. Je continuais de voir le visage de Rebecca dans mon esprit. Ce sourire mince. Ce tremblement. Mais je me suis dit que ce n'était pas ma responsabilité de réparer ce qui se passait. J'avais passé trop d'années à remplir ce rôle. Ce soir, je rentrerai chez moi, je verrouillerai ma porte, je me ferai une tasse de thé chaud et je dormirai. Mais le sommeil n'a pas duré longtemps. À 3 heures du matin exactement, mon téléphone a explosé de bruit. La sonnerie a brisé le silence et m'a réveillé en sursaut. J'ai attrapé le téléphone sur ma table de nuit, le cœur battant déjà la chamade.
Le nom de papa s'est allumé sur l'écran. L'appel continuait de vibrer. Puis un autre. Puis un autre. Quand j'ai finalement répondu, sa voix a retenti si fort que j'ai éloigné le téléphone. Ami, envoie 20 000 $ tout de suite pour sauver ta sœur. Si tu ne les envoies pas à l'instant, tu es morte pour moi. Tu m'entends? Morte pour moi. Maman criait en arrière-plan. Elle me suppliait de régler ça comme je l'avais toujours fait. Elle disait que Rebecca avait des ennuis. Elle disait que si je ne payais pas, tout s'effondrerait. Le bruit de leurs deux voix se chevauchait et s'écrasait dans mon oreille comme une tempête. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. 12 années passées à être leur filet de sécurité sont remontées en moi comme une marée. Chaque fois que je les avais secourus. Chaque fois que j'avais couvert Ethan. Chaque fois que j'avais sacrifié quelque chose de personnel pour assurer leur confort. Tout m'a frappé d'un coup. Et quelque chose en moi s'est brisé net. J'ai mis le téléphone contre mon oreille et j'ai parlé avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. Alors appelle ton enfant chéri. Laisse-le la sauver pour une fois. Le silence n'a duré qu'un battement de cœur, mais il a semblé durer une éternité. Puis mon père a recommencé à crier, la voix écorchée et furieuse. Je n'ai pas écouté. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. J'ai tiré la couverture autour de moi et je me suis rallongé. Mon cœur battait toujours la chamade, mais je ressentais quelque chose de nouveau. Quelque chose de léger. Quelque chose comme la liberté. J'ai dormi profondément jusqu'au matin. À 7h30, j'ai de nouveau attrapé mon téléphone. L'écran s'est allumé, inondé instantanément d'appels manqués et de messages. Avant que je puisse en faire défiler un seul, un autre appel est arrivé. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité un instant seulement avant de répondre. Ici le département de police de Reno pour Amy Whitford. Je me suis assise dans mon lit, l'air froid de la fenêtre frôlant mes épaules, et j'ai senti le monde basculer sous mes pieds. La voix à l'autre bout continuait de parler, stable et officielle, et à ce moment-là, j'ai su que la nuit précédente n'avait été que le début. J'ai pris une longue inspiration, me préparant à ce qui allait suivre. La ligne est restée ouverte un instant comme si l'officier s'attendait à ce que je dise quelque chose en premier. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille et j'ai essayé de stabiliser ma respiration. L'air dans ma chambre semblait froid et mince, presque cassant, comme s'il pouvait se fissurer si je bougeais trop vite. L'officier a répété son nom, officier Daniel Rourke de Reno, Nevada, et sa voix avait cette fermeté calme et exercée qu'on entend seulement chez les gens qui gèrent des urgences tous les jours. Il m'a dit que ma sœur Rebecca avait été placée en garde à vue aux petites heures du matin. Il a dit qu'elle avait été détenue à la sortie d'un club près du centre-ville de Reno après avoir échoué à payer une facture de 7 500 $. Pendant quelques secondes, je suis resté assise là, fixant le givre qui se formait à l'intérieur de ma fenêtre, essayant de traiter chaque mot. Ma gorge s'est serrée. Mon esprit a bondi vers son faible sourire au dîner et la façon dont elle continuait de tordre sa serviette. Tout prenait un sens terrible maintenant. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a expliqué qu'après avoir quitté la maison de nos parents à Evergreen, Rebecca avait conduit avec un groupe d'amis vers Reno. Elle avait dit au personnel du club qu'elle pouvait tout couvrir. Selon des témoins, elle avait ri, passé son bras autour d'un ami et annoncé qu'elle s'occupait de tout, que c'était sa soirée, sa tournée. Elle avait commandé des tournées de cocktails haut de gamme, des bouteilles de champagne, des plats, encore des boissons, encore des bouteilles, tout cela s'accumulant en cette facture énorme. L'officier Rourke a fait une pause un instant avant de continuer. Plus tôt dans la soirée, Ethan avait donné une carte de crédit à Rebecca et lui avait dit qu'elle pouvait l'utiliser pour tout ce qu'elle voulait. Il lui avait dit que la carte avait un plafond de 35 000 $. Il lui avait dit d'aller s'amuser. Quand le club a essayé de passer la charge près de l'heure de fermeture, la banque l'a signalé. La carte était liée à des informations d'identification obsolètes datant d'il y a des années, des informations qui listaient toujours mon nom au lieu du leur. La banque a envoyé un SMS pour confirmer si la transaction était légitime. Je me suis souvenu de ce texte clignotant sur mon écran. J'étais à moitié endormi et à peine consciente de ce que je regardais. J'avais vu une charge de 7 500 $ à Reno et j'avais réagi de la seule façon dont une personne réagirait à 3 heures du matin. J'ai appuyé sur l'option indiquant que la carte était volée. J'avais éteint mon téléphone avant même que le message de confirmation ne finisse de s'envoyer.
Le personnel du club avait demandé une pièce d'identité à Rebecca lorsque la charge a été refusée. C'est là que tout s'est effondré. Elle avait remis une pièce d'identité avec mon nom et mon visage d'il y a des années, avec des modifications mineures qui n'étaient pas évidentes jusqu'à ce que quelqu'un regarde de près. Selon l'officier, le personnel avait immédiatement appelé la sécurité puis la police. Rebecca avait insisté sur le fait qu'elle ne faisait que ce qu'on lui avait dit et qu'Ethan avait tout arrangé. J'ai pressé ma paume contre mon front et j'ai laissé échapper un lent soupir. Ma voix semblait mince quand j'ai finalement demandé si elle était en sécurité. L'officier Rourke a dit qu'elle était secouée mais indemne. Il a aussi dit que le club porterait plainte à moins qu'un paiement immédiat ne soit arrangé par les voies appropriées. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était exactement pour cela que mes parents m'avaient appelé au milieu de la nuit. Pas parce qu'ils se souciaient de ce que Rebecca s'était fait à elle-même. Pas parce qu'ils voulaient me dire la vérité. Ils voulaient l'argent. Ils voulaient que je fasse tout disparaître comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Il y a eu une longue pause pendant que l'officier remuait des papiers. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit qu'il y avait une autre affaire liée à la situation. Quelque chose impliquant mon frère Ethan. Quelque chose qui ne pouvait pas être discuté au téléphone. Il a demandé si je pouvais venir à Reno dès que possible. Pendant un moment, je n'ai pas pu répondre. Ma main tremblait autour du téléphone. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Chaque instinct en moi me disait de garder mes distances. De rester à Denver, de verrouiller ma porte, de boire du café et de prétendre que rien de tout cela n'avait à voir avec moi. Mais je savais mieux que ça. Je savais que si le nom d'Ethan était impliqué, le problème était bien plus profond que ce qui s'était passé dans ce club. J'ai demandé si mes parents avaient été informés. L'officier Rourke a dit oui, ils avaient été contactés plus tôt, mais aucun d'eux n'avait répondu aux appels de suivi. Ils avaient laissé un message vocal et n'avaient pas répondu depuis. Cela ne m'a pas surprise. Ils ne répondaient jamais quand une responsabilité était requise. Ils ne répondaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. L'officier a demandé à nouveau si je pouvais venir en personne. Son ton avait légèrement changé. Il était toujours professionnel, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose comme de l'urgence. Quelque chose comme de l'inquiétude. Je lui ai dit que je comprenais et que je prendrais mes dispositions. Il m'a remercié, a confirmé l'adresse du commissariat et a mis fin à l'appel. Je suis resté au lit un long moment après que la ligne soit devenue silencieuse. Ma main reposait sur ma poitrine, sentant le rythme rapide et irrégulier de ma respiration. Le ciel à l'extérieur de ma fenêtre s'était éclairci en un gris pâle. La neige poudrait le balcon. Les voitures se déplaçaient lentement dans la rue en contrebas. Tout semblait paisible. Tout semblait faux. J'ai passé mes jambes par-dessus le bord du lit et je suis resté assise à fixer le tapis. Mon esprit revenait sans cesse à Rebecca passant cette pièce d'identité au bar, souriant trop largement, prétendant appartenir à un endroit où elle n'avait pas sa place. J'imaginais son visage terrifié quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas payer. Je l'imaginais appelant maman, entendant la panique au lieu du réconfort. Je l'imaginais chuchotant qu'Ethan lui avait dit qu'elle pouvait utiliser la carte. Que Ethan avait dit que tout irait bien. Je n'avais jamais voulu voir ma sœur avoir des ennuis. Mais les ennuis avaient une façon de la trouver. Ou peut-être que les ennuis avaient une façon de trouver quiconque faisait trop confiance à Ethan. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. La cafetière a cliqueté et bourdonné. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude et j'ai regardé par la fenêtre. Evergreen était à un peu plus d'1 heure. Reno était à près de 8 heures. La neige rendait les deux trajets pires. Mais la distance ne m'avait jamais protégé du chaos de ma famille. Elle l'avait seulement retardé. J'ai rincé la tasse, attrapé mon manteau et fourré un petit sac avec l'essentiel. Portefeuille. Clé. Chargeur. Un dossier de vieux documents que j'avais gardé pendant des années sans trop savoir pourquoi. J'ai éteint les lumières et verrouillé la porte derrière moi. Le froid m'a frappé dès que je suis sorti. Mon souffle sortait en nuages blancs. En montant dans la voiture, le calme m'a de nouveau oppressé. Le même calme que j'avais ressenti avant le dîner de Noël. Le même calme qui laissait entendre que quelque chose basculait. J'ai allumé le moteur et placé mon téléphone dans la console. Juste avant de sortir du parking, le téléphone a vibré à nouveau. Un autre numéro inconnu. Une autre pièce de l'histoire attendant de tomber. J'ai hésité,
puis j'ai répondu, me préparant à ce qui allait suivre. Une femme a répondu à l'autre bout, et il m'a fallu une demi-seconde pour reconnaître ma propre mère à travers le tremblement de sa voix. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle s'est mise directement à pleurer et à halter, me disant que j'avais brisé son cœur. Elle a dit que Rebecca était assise dans une salle de détention salle à Reno, terrifiée et seule, et que tout ce dont elle avait besoin était que j'arrête d'être têtue et que j'envoie l'argent pour que ce cauchemar prenne fin. J'ai écouté sans rien dire pendant un moment, le téléphone pressé contre mon oreille, le moteur tournant au ralenti doucement sous moi. Maman continuait de tourner autour des mêmes phrases. Si tu avais juste fait ce qu'une bonne fille fait, tout cela serait fini. Si tu te souciais vraiment de ta famille, tu ne ferais pas souffrir ta sœur. Ton père est hors de lui. Rebecca pourrait ne jamais se remettre de cette humiliation. C'était comme si toutes les culpabilisations de mon enfance avaient été regroupées et versées dans mon oreille. Je pouvais presque la voir faire les 100 pas dans la cuisine, une main pressée contre sa poitrine, l'autre s'agitant en l'air, cherchant le soutien de mon père. Je lui ai demandé si elle avait parlé à la police. Elle a dit qu'ils avaient appelé, mais qu'ils voulaient juste de l'argent et qu'elle ne comprenait pas la moitié de ce qu'ils disaient. Elle a dit que tout ce qui importait était de sortir Rebecca et de garder le nom de la famille propre. Je lui ai demandé pourquoi ils avaient besoin de 20 000 $ au lieu de simplement payer la facture du club de 75 cents. Il y a eu un bref bégaiement dans ses mots. Elle a dit qu'il y avait des frais. Des frais juridiques. Des pénalités. Que tout cela s'accumulait rapidement. Que ces choses étaient compliquées et que l'important n'était pas les détails mais la solution. Quelque chose en moi s'est refroidi quand elle a dit cela. Je lui ai dit que je montais à Evergreen. J'ai dit que je ne parlerais pas d'argent au téléphone et que nous discuterions de tout face à face. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle a essayé de me ramener dans le vieux scénario, disant qu'il n'y avait rien à discuter, seulement un problème à payer. Je lui ai dit que je serais là dans 1 heure et j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse m'entraîner dans un autre nœud émotionnel. La conduite vers la montagne semblait différente ce jour-là. La neige de la veille s'était installée en une croûte fine le long des accotements de la route. Les pins se penchaient vers le ciel, lourds de blanc. Les voitures se déplaçaient prudemment le long de l'autoroute à 2 voies, leurs pneus chuchotant sur l'asphalte. À l'intérieur de ma voiture, le chauffage bourdonnait et le tableau de bord brillait d'un orange doux. Mes mains étaient stables sur le volant. Ma poitrine était encore serrée, mais il y avait quelque chose de solide sous la peur maintenant, une fine ligne de colère qui devenait de plus en plus claire à mesure que je me rapprochais de la maison de mes parents. Quand j'ai tourné dans leur rue, tout semblait paisible. De petites maisons avec des couronnes sur les portes. Des guirlandes lumineuses pendant le long des gouttières. L'allée de mes parents n'avait pas été entièrement déneigée, seulement 2 traces étroites creusées dans la neige. Je me suis garé à la même place où je m'étais tenu moins de 24 heures plus tôt, portant encore un faux sourire après le dîner, faisant encore semblant de ne pas voir la façon dont ils m'effaçaient de leur image de la famille Whitford parfaite. Maman a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Ses yeux étaient rouges et bouffis, et elle tenait un mouchoir froissé dans une main. L'odeur de vieux café et de jambon réchauffé flottait derrière elle. Elle a attrapé mon bras dès que je suis entré, sa voix tombant dans un ton suppliant. Elle a dit que la banque avait gelé la carte. Elle a dit que la police exagérait. Elle a dit que tout pourrait disparaître si je faisais simplement ce que j'avais toujours fait et que je venais en aide à la famille. Papa était à la table de la salle à manger, voûté, les coudes sur les genoux, fixant une assiette froide de nourriture qu'il n'avait pas touchée. Sa mâchoire était serrée, ce serrement familier qui signifiait qu'il était en colère mais essayait d'avoir l'air de garder le contrôle. Il ne s'est pas levé quand je suis entré. Il m'a juste regardé avec des yeux plus fatigués que dans mon souvenir et m'a dit que ma petite explosion à 3 heures du matin avait été puérile et cruelle. Il a dit que les gens bien ne tournent pas le dos à leur sang. Je suis resté près de l'embrasure de la porte et j'ai laissé leurs mots couler sur moi sans m'approcher davantage. Je leur ai demandé à nouveau pourquoi ils avaient besoin de 20 000 $ alors que la facture au club était de 75 cents. Maman a agité la main et a dit qu'il y avait des frais supplémentaires. Papa a marmonné qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas sur les règlements juridiques et la discrétion. Aucun d'eux ne m'a rien donné de concret. Chaque réponse était de la fumée. J'ai senti quelque chose de lourd et froid s'installer dans mon estomac. Ça avait toujours été comme ça avec eux. Ils s'attendaient à ce que je donne de l'argent d'abord et que je fasse confiance à leur version de l'histoire plus tard. Pendant des années, j'avais fait exactement cela. Pas de questions. Pas de limites.
Juste des virements silencieux de mon compte vers n'importe quel incendie qu'ils avaient allumé cette semaine-là. Ma carrière a grandi. Mon salaire a augmenté. Mais mes économies s'étaient toujours vidées quelque part dans cette maison. Mes yeux ont dérivé vers le buffet près de la cuisine où ma mère gardait tout le courrier. Une pile désordonnée d'enveloppes s'appuyait contre un bol en céramique. La plupart étaient les publicités habituelles. Des couleurs vives. Des prospectus. Une demande de charité. Mais quelques-unes avaient l'aspect sévère et uniforme des lettres officielles. Papier épais. Logo de banque. Enveloppe à fenêtre. Mon cœur a donné un petit coup dur dans ma poitrine. Alors que maman continuait de parler de la façon dont Rebecca avait toujours été une fille sensible et comment l'humiliation pourrait la marquer à vie, j'ai fait un pas vers la pile et commencé à la trier. Maman m'a crié de ne pas fouiller dans son courrier, puis a essayé d'adoucir le ton en disant que c'était juste des factures ennuyeuses, rien d'important. Cela ne m'a fait regarder que de plus près. Vers le milieu de la pile, j'ai vu le nom d'Ethan en lettres grasses sur un avis d'une société de financement que je ne reconnaissais pas. Il mentionnait un retard de paiement et un possible recouvrement. Le montant dû était écrit en toutes lettres, 35 000 $. Le papier semblait lourd dans ma main. Ma bouche est devenue sèche. Je l'ai tenu en l'air et j'ai demandé à mes parents quand ils prévoyaient de mentionner que mon frère doré était criblé de dettes. Le visage de papa s'est tordu. Il a dit que c'était sous contrôle. Que c'était un revers temporaire. Ethan avait des investissements qui allaient aboutir d'un jour à l'autre. Maman s'est interposée devant moi et a essayé de prendre la lettre, disant que je n'avais pas besoin de m'en inquiéter. Derrière cette enveloppe, une autre a attiré mon attention. Celle-ci portait le nom d'une banque que je connaissais trop bien. Il y avait une ligne en haut qui disait « Avis d'ajustement d'hypothèque inversée ». La lettre listait les noms de mes parents et le montant de 140 000 $. J'ai senti la pièce tanguer un peu en la lisant. Je savais qu'ils vivaient principalement de la retraite de papa, mais j'avais cru que leur maison était la seule chose solide qu'ils avaient encore. Je leur ai demandé quand ils avaient pris une hypothèque inversée sur la maison. Les lèvres de maman se sont pincées en une ligne fine. Papa a dit que ce n'était pas mon affaire. Il a dit que les parents faisaient ce qu'ils devaient faire pour maintenir leur famille à flot. Il a dit que je n'avais aucun droit de juger des décisions dont je ne savais rien. Je leur ai rappelé que j'avais été celle qui virait de l'argent pendant des années pour combler des trous que je n'avais pas créés. J'ai demandé si l'hypothèque inversée avait servi à payer d'autres erreurs d'Ethan. Aucun d'eux n'a répondu. Maman s'est détournée, tripotant un torchon. Papa fixait le mur. Je pouvais sentir une brûlure lente monter dans ma poitrine. Pas la colère sauvage qui explose puis s'éteint, mais une flamme stable qui manquait d'air depuis bien trop longtemps. J'ai posé les lettres sur la table et je leur ai dit ce que l'officier Rourke avait dit à propos de Rebecca. J'ai décrit le club. La fausse carte d'identité. La carte liée à mes anciennes informations. La charge qui avait déclenché le SMS de la banque à 3 heures du matin. Maman a tressailli quand j'ai mentionné la carte d'identité. Elle m'a dit de ne pas en faire toute une histoire. Elle a dit qu'Ethan essayait seulement d'aider Rebecca à se sentir plus adulte, qu'il voulait qu'elle s'intègre avec ses amis. Elle a dit que c'était juste une bêtise, que les enfants faisaient des choses comme ça tout le temps. Elle faisait comme si Ethan lui avait prêté une veste, pas mon identité. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela signifiait pour quelqu'un d'entrer dans un bar avec mon nom sur un morceau de plastique et d'accumuler des charges comme Rebecca l'avait fait. Je lui ai demandé si elle réalisait que si je n'avais pas marqué la transaction comme volée, ces 7 500 $ me seraient retombés dessus, en plus de toutes les autres choses que j'avais déjà portées. Elle a cligné des yeux, puis a dit qu'Amy retombait toujours sur ses pieds, que j'avais un bon travail et un crédit solide et que ces choses ne me blessaient pas comme elles pouvaient blesser Ethan ou Rebecca. Dans son esprit, ma stabilité faisait de moi une cible légitime. J'ai senti quelque chose se fermer derrière mes côtes. C'était comme entendre mon rôle dans la famille énoncé à voix haute pour la première fois. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une ressource. Mon regard est retourné vers la pile de courrier. Une plus petite enveloppe gisait tout au fond, légèrement froissée, comme si elle avait été ouverte et fourrée là à la hâte. Le logo de la banque dans le coin a fait picoter ma peau. Mon nom trônait au centre en lettres capitales. Amy Whitford. Les mots avis de défaillance couraient en haut. La date imprimée datait d'il y a 4 ans. Mes doigts se sont resserrés sur le papier. La pièce est devenue très silencieuse dans ma tête. Pendant quelques secondes,
tout ce que je pouvais entendre était mon propre battement de cœur et le faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai levé les yeux vers mes parents, qui se disputaient encore sur ce que je devrais faire pour sauver Rebecca, et j'ai réalisé qu'il y avait des chapitres entiers de cette histoire que je n'avais jamais été autorisé à lire. J'ai baissé les yeux vers cette enveloppe avec mon nom dessus et j'ai lentement glissé mon pouce sous le bord, sachant que ce qui était à l'intérieur allait changer tout ce que je pensais savoir sur la profondeur de leur trahison. J'ai glissé mon pouce sous le bord de cette enveloppe et l'ai ouverte doucement, essayant de ne pas déchirer le papier. La lettre à l'intérieur était pliée en 3, comme le font toujours les banques. Mon nom était imprimé en gras, et en dessous une ligne qui disait « Avis de défaillance », daté de 4 ans plus tôt. Le numéro de compte ne correspondait à rien que je reconnaissais. Le solde dû était de plusieurs milliers de dollars, assez pour me faire serrer l'estomac. J'ai lu la lettre une fois, puis une autre fois plus lentement. Elle disait que le compte avait été ouvert à mon nom, à l'adresse de mes parents à Evergreen. Elle mentionnait des paiements manqués. Elle suggérait que je les contacte immédiatement pour éviter le recouvrement. C'était le genre de lettre qui m'aurait fait paniquer si je l'avais vue en 2020. Seulement, je ne l'avais jamais vue. Si. J'ai levé les yeux du papier et j'ai demandé à mes parents quand ils prévoyaient de me dire qu'il y avait un compte, à mon nom, qui était en défaut de paiement. Maman a haussé les épaules tendues et raides. Elle a dit quelque chose à propos d'erreurs administratives et de la façon dont les banques faisaient des erreurs tout le temps. Papa m'a foudroyé du regard et a dit que je réagissais de manière excessive, que s'il y avait eu un vrai problème, j'en aurais entendu parler depuis le temps. Sa voix avait ce tranchant familier qui m'avertissait de ne pas pousser plus loin. Mais j'avais fini d'obéir à ses avertissements. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon sac. Je leur ai dit que je ne donnerais pas 20 000 dollars. Pas ce jour-là. Pas par téléphone. Pas par virement. Pas du tout tant que je ne comprendrais pas ce qu'ils avaient fait avec mon nom et mon crédit dans mon dos. Papa a recommencé à crier, me traitant d'ingrate. Maman s'est agrippée au bord du comptoir et m'a dit que je déchirais la famille. J'ai laissé leurs mots flotter dans l'air et je me suis tourné vers la porte. Le froid a frappé mon visage quand je suis sorti. Il semblait presque bienvenu. Il m'a éclairci les idées. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec cette enveloppe brûlant dans mon sac comme un charbon ardent. Quand j'ai fermé la porte et démarré le moteur, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû prendre un moment avant de passer la vitesse. Sur le chemin du retour vers Denver, je ne cessais de penser à une personne. Julia Marks. Nous étions allés à l'université ensemble à Colorado State. À l'époque, Julia était celle vers qui tout le monde se tournait pour obtenir de l'aide sur tout ce qui touchait à l'argent. Budget, prêts étudiants, questions fiscales. Elle disait toujours qu'elle voulait être le genre d'avocate capable de protéger les gens ordinaires contre l'écrasement des petits caractères. La dernière fois que j'avais vérifié ses réseaux sociaux, elle travaillait comme avocate financière au centre-ville de Denver. À un feu rouge, j'ai utilisé une commande vocale pour l'appeler. Quand elle a répondu, sa voix sonnait exactement pareille, brillante et chaleureuse avec cet acier sous-jacent qui vous donnait l'impression qu'elle pouvait affronter une banque entière s'il le fallait. Je lui ai raconté une petite partie de ce qui se passait, gardant ma voix stable par pure force. J'ai mentionné l'avis de défaillance et le fait que je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce matin. Il y a eu une pause, puis elle a demandé si je pouvais venir à son bureau cet après-midi-là. Son ton est passé d'amical à professionnel en un instant. Cela seul m'a effrayé presque autant que la lettre. Au moment où j'ai atteint Denver, le ciel était passé du gris pâle à un bleu délavé. Les rues de la ville étaient boueuses et humides. J'ai conduit jusqu'à son immeuble, me suis garé dans le garage et j'ai pris l'ascenseur avec mon cœur coincé dans ma gorge. Julia m'a rencontré dans le hall à l'extérieur de sa suite. Elle m'a serré dans ses bras une fois, rapidement et fort, puis a reculé et a vraiment regardé mon visage. Elle ne s'est pas embarrassée de bavardage. Nous nous sommes assises dans son bureau, un espace propre avec un bureau simple, 2 chaises et une petite plante qui avait connu des jours meilleurs. Elle m'a demandé de remettre chaque lettre que j'avais apportée. Je lui ai passé l'avis de défaillance, le relevé d'hypothèque inversé que j'avais glissé dans mon sac quand mes parents ne regardaient pas, et la lettre de retard de paiement avec le nom d'Ethan dessus. Elle a scanné chacun d'eux, ses yeux bougeant rapidement. Puis elle s'est tournée vers son ordinateur et a dit qu'elle allait extraire mon rapport de crédit complet. Elle a expliqué, en termes simples, qu'il montrerait chaque compte jamais ouvert sous mon numéro de sécurité sociale, ainsi que l'historique des paiements, les soldes et toutes marques dérogatoires. J'ai hoché la tête, même si ma poitrine me donnait l'impression que quelqu'un avait enroulé une ceinture autour et tirait fort.
Il n'a fallu que quelques minutes pour générer le rapport, mais l'attente a semblé plus longue. J'ai regardé le visage de Julia pendant qu'elle lisait les lignes. Son expression s'est durcie. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est penchée plus près de l'écran, puis s'est rassise et a laissé échapper une lente expiration. Elle m'a dit que mon rapport montrait 2 lignes de crédit ouvertes au cours des dernières années qui ne correspondaient à rien de ce que j'avais décrit comme étant mien. L'une avait été ouverte fin 2018, l'autre début 2020. Les deux étaient dans des banques que je n'avais jamais utilisées. Les deux listaient mon nom, mon numéro de sécurité sociale et l'adresse de mes parents à Evergreen. Les deux avaient été en défaut de paiement, puis remises à jour, puis étaient retombées en retard. Le schéma ressemblait exactement à quelqu'un jonglant avec les paiements avec de l'argent emprunté. Ma bouche était sèche. Je lui ai demandé s'il y avait une chance que ce soit une simple erreur. Elle a secoué la tête. Elle a dit que les banques n'attachaient généralement pas le mauvais numéro de sécurité sociale par accident, surtout pas 2 fois. Elle a cliqué dans les détails et a souligné que la signature électronique sur les demandes semblait la même sur les deux, et que l'écriture manuscrite sur les formulaires scannés, là où elle apparaissait, avait une certaine inclinaison. J'ai fixé l'écran. L'inclinaison semblait familière. De gauche à droite, légèrement vers le bas. La façon dont Ethan écrivait son nom sur les cartes d'anniversaire et les demandes d'emploi quand nous étions plus jeunes. La façon dont il avait signé une note de remerciement pour moi une fois quand j'avais payé l'une de ses vieilles contraventions de stationnement. Julia a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à ma carte de sécurité sociale ou à de vieilles copies de ma pièce d'identité. J'ai pensé au tiroir dans le couloir de mes parents où ma mère gardait les documents. J'ai pensé à la façon dont elle avait balayé mes questions ce matin-là, comment elle avait essayé de m'éloigner de cette pile de courrier. J'ai pensé à Ethan entrant dans cette maison quand il voulait, s'y déplaçant comme si tout lui appartenait. J'ai senti la vérité atterrir dans ma poitrine avec un poids lourd et indéniable. Ce n'était pas seulement Rebecca agitant une fausse pièce d'identité à Reno. Cela durait depuis des années. Ethan n'avait pas simplement emprunté mon identité pour une nuit folle. Il l'avait utilisée comme un outil. Peut-être comme une arme. Pendant un moment, ma vision s'est brouillée. Je me suis penché en arrière et j'ai pressé le bout de mes doigts contre mes yeux jusqu'à ce que la brûlure s'apaise. 12 années d'urgence ont défilé dans mon esprit, l'une après l'autre. Les frais de scolarité que j'avais payés sans poser de questions. Les cartes de crédit que j'avais épurées quand mes parents disaient qu'ils avaient des ennuis. Les virements aléatoires. Les petites crises constantes qui semblaient toujours tourner autour d'Ethan et pourtant atterrissaient d'une manière ou d'une autre sur mes épaules. J'ai entendu la voix de Julia traverser la brume, calme et stable. Elle a dit que c'était grave mais pas désespéré. Elle a dit que nous pouvions contester les comptes, déposer des plaintes pour fraude et entamer le processus pour blanchir mon nom. Elle a aussi dit que ce ne serait pas rapide. Cela impliquerait de la paperasse, de la patience et peut-être plus de conflits avec ma famille que je n'en affrontais déjà. J'ai hoché la tête, mais les mots semblaient lointains. Mon esprit revenait sans cesse à Rebecca. Elle était entrée dans ce club avec une pièce d'identité à mon nom et une carte liée à des comptes que je n'avais jamais ouverts. Elle l'avait fait parce qu'Ethan lui avait dit qu'elle le pouvait. Elle l'avait cru quand il avait dit que tout irait bien. La réalisation m'a griffé. Rebecca n'était pas seulement la dernière gaffe d'une longue série de gaffes. Elle était la dernière victime d'un schéma consistant à m'utiliser comme bouclier. Quand Ethan s'enfonçait trop, il se cachait derrière ma stabilité. Quand mes parents n'avaient plus d'options, il s'appuyait sur mon crédit comme il s'était appuyé sur mes chèques de paie. Il le faisait si souvent et si nonchalamment que cela avait cessé d'être enregistré comme mal dans leur esprit. La rage m'a envahi, chaude et froide en même temps. Pas le genre qu'on jette à la figure de quelqu'un dans une dispute, mais le genre qui coule dans les os et s'y installe. Ce n'était pas seulement qu'il m'avait utilisé. C'était qu'il l'avait fait sans jamais l'admettre, sans jamais me donner la vérité. Il m'avait laissé penser que je choisissais d'aider alors qu'en réalité il prenait des morceaux de moi sans demander. Julia a touché mon bras doucement et a demandé si j'allais bien. J'ai pris une respiration et je lui ai dit que j'avais besoin de tout savoir sur ses comptes. Chaque date. Chaque adresse. Chaque endroit où un document avait été posté. Elle a hoché la tête et a imprimé des copies, les faisant glisser sur le bureau vers moi. Son imprimante bourdonnait et cliquetait, crachant des pages qui auraient tout aussi bien pu être les pages d'un livre d'histoire que je n'avais jamais été autorisé à lire. Alors que je rassemblais les papiers dans un dossier, mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau. Le numéro était à nouveau inconnu,
mais cette fois c'en était un que je reconnaissais de plus tôt. Reno. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, tapant plus vite dans ma poitrine. Julia s'est arrêtée et m'a regardé, les sourcils légèrement levés. J'ai décroché le téléphone et j'ai répondu. La même voix mesurée est passée. Officier Daniel Rourke. Il a demandé si c'était le bon moment pour parler. Je lui ai dit que j'étais avec mon avocate mais que je pouvais écouter. Il a hésité juste une seconde, puis a dit qu'il y avait un autre nom que je devais entendre. Un jeune homme nommé Gareth Brooks. Il a dit que Gareth n'était pas juste un ex-petit ami de ma sœur, pas juste un autre mauvais choix dans une série de mauvais choix. Gareth était lié à une arnaque au remboursement qu'il traquait depuis des mois. Et Ethan, mon frère, pourrait y être lié aussi. Il m'a dit que j'avais besoin d'entendre toute l'histoire, en personne, dès que possible. J'ai senti le dossier s'alourdir sur mes genoux, plein de preuves que mon frère volait déjà des parties de ma vie depuis des années. Maintenant, l'officier me disait que ce n'était qu'une pièce de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait bien au-delà d'une seule nuit dans un club de Reno. J'ai regardé Julia de l'autre côté du bureau, qui observait mon visage attentivement, et j'ai su que ce qui viendrait ensuite exigerait plus de moi que l'argent ne l'avait jamais fait. Il m'a dit que j'avais besoin d'entendre toute l'histoire en personne et la ligne est devenue silencieuse. En 1 heure, Julia avait décalé quelques réunions et nous avait réservé à toutes les deux le prochain vol pour Reno. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, de cette manière pragmatique qu'elle avait toujours eue, que je n'allais pas entrer là-dedans seul. Je n'ai pas discuté. L'idée de m'asseoir dans un commissariat toute seule à écouter des étrangers défaire ma famille me donnait la chair de poule. Le vol a été court mais a semblé étrangement long. Par la fenêtre, les montagnes défilaient, tachetées de neige et d'arbres sombres, puis s'aplatissaient dans les brins secs de l'hiver du Nevada. Je gardais les mains jointes sur mes genoux, le dossier de documents coincé sous mon bras comme une armure. Julia a passé en revue une liste de contrôles simples avec moi. Ce que nous savions. Ce que nous soupçonnions. Ce que nous pouvions prouver. J'entendais ces mots mais mon esprit dérivait encore et encore vers Rebecca, assise dans une cellule de détention quelque part, et vers Ethan, où qu'il soit, se convainquant probablement que tout cela n'était que de la malchance. Quand nous avons atterri, le froid à Reno avait un mordant différent, plus vif et plus sec qu'à Denver. L'air sentait légèrement la poussière et les gaz d'échappement. Nous avons pris une voiture de location et suivi les instructions sur le téléphone de Julia jusqu'au commissariat. Le bâtiment lui-même était simple, bas et carré, avec un petit drapeau claquant au vent devant. À l'intérieur du hall, tout était propre mais usé, beaucoup de carrelage gris et de lumière fluorescente. L'officier Daniel Rourke nous a rencontrés à l'accueil. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec des yeux bleus fatigués et un visage qui suggérait qu'il en avait vu plus qu'il ne l'aurait jamais voulu. Sa voix en personne correspondait à celle au téléphone, calme et mesurée, comme s'il faisait toujours attention à l'endroit où il posait ses mots. Il m'a serré la main, puis celle de Julia, et nous a conduites dans une petite salle de conférence avec une table et 3 chaises. Il a commencé par exposer ce qu'il savait déjà. Il y avait un groupe de jeunes gens, dont ma sœur et un homme nommé Gareth Brooks, qui entraient et sortaient de quelques bars et clubs haut de gamme autour de Reno et des zones voisines depuis des mois. Le personnel les connaissait comme les gamins qui aimaient prétendre être des célébrités. Service bouteille. Cocktail coûteux. Rire bruyant. Enregistrant toujours tout sur leur téléphone. Ils jouaient très bien leur rôle, a-t-il dit. Trop bien, étant donné qu'aucun d'eux n'avait réellement ce genre d'argent. Il a expliqué que Gareth était au centre de tout ça. Il était celui qui aimait promettre du bon temps à quiconque voulait bien suivre son exemple. Il disait aux gens que la vie était courte et qu'il fallait agir comme si on appartenait aux endroits chics avant que ces endroits ne s'ouvrent vraiment à vous. Il s'entourait de gens assez jeunes et assez avides pour le croire. Rebecca était devenue l'une de ces personnes. Mon estomac s'est serré quand il a décrit comment elle avait commencé à accompagner Gareth et son groupe les week-ends. Comment elle avait avoué plus tard qu'elle se sentait toujours comme l'enfant pauvre s'incrustant à la fête de quelqu'un d'autre. Ethan avait remarqué cela, a dit l'officier. Il avait vu à quel point elle voulait paraître importante. Alors il était intervenu. Selon la déclaration de Rebecca, Ethan lui avait rendu visite sur le campus quelques semaines plus tôt et l'avait emmené prendre un café. Il avait écouté pendant qu'elle parlait de Gareth et de ses nouveaux amis, des fêtes et de la façon dont tout le monde s'attendait à ce qu'elle suive le rythme. Puis il a sorti une carte de son portefeuille et l'a glissée sur la table vers elle. Elle a dit à l'officier qu'il avait souri et lui avait dit que la carte avait un plafond énorme.
qu'elle devrait aller profiter de sa jeunesse. Que les grandes sœurs comme moi avaient toujours géré la vie et que c'était son tour maintenant. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, moitié colère, moitié chagrin. L'officier a continué. La carte qu'Ethan a donnée à Rebecca était liée à l'un des comptes frauduleux que Julia venait de découvrir dans mon rapport de crédit. L'adresse enregistrée était la maison de mes parents. Le nom lié à la signature numérique était le mien. Du point de vue de la banque, c'était moi qui donnais à Rebecca un chèque en blanc pour agir comme si elle vivait dans un clip vidéo. Ensuite, il y avait la question de la pièce d'identité. L'officier Rourke a dit qu'il y avait eu un incident précédent, une autre nuit dans un bar de casino où un videur avait failli refuser l'entrée à Rebecca. Elle était avec Garrett et quelques-uns de ses amis. Ils avaient tous l'âge légal pour boire, mais le videur avait hésité sur la carte d'étudiant de Rebecca parce qu'elle avait l'air trop jeune. Ils étaient partis sans incident, mais apparemment cela l'avait terriblement embarrassé. Plus tard, selon les messages extraits du téléphone de Rebecca, Garrett avait plaisanté en disant qu'elle devrait emprunter une identité plus âgée pour correspondre au style de vie. C'est alors qu'Ethan était intervenu à nouveau. Il avait accès à une vieille copie de mon permis que mes parents gardaient dans leur tiroir du couloir. Avec l'aide d'un ami qu'il connaissait du travail, il l'avait transformé en faux. Le visage était le mien d'il y a plusieurs années, mais les détails étaient modifiés juste assez pour passer pour Rebecca. Une couleur de cheveux différente, une taille légèrement différente, mais mon nom restait imprimé en lettres claires. Pour l'officier, c'était un schéma clair. Ethan avait pris ma stabilité et l'avait transformé en outil pour l'insécurité de Rebecca et les jeux de Garrett. J'ai demandé si je pouvais voir Rebecca. Pendant un moment, il a semblé incertain, puis il a dit qu'il allait vérifier. Il est sorti quelques minutes et est revenu en disant qu'il pouvait nous accorder une courte conversation surveillée. J'ai senti ma gorge se dessécher, mais j'ai accepté. Ils l'ont amenée dans une petite pièce avec une table boulonnée au sol. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir du soir du dîner de Noël. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné. Des cernes maculaient la peau sous ses yeux. Elle ne voulait pas tout à fait croiser mon regard au début. Il y avait une vitre d'un côté où je savais que quelqu'un regardait, mais j'ai essayé de me concentrer uniquement sur elle. Elle a commencé à parler avant que je ne puisse le faire. Ses mots sortaient en rafales étouffées. Elle a dit qu'elle ne savait pas que la carte était vraiment la mienne. Elle a dit qu'Ethan lui avait dit que c'était un compte commun, que c'était de l'argent de la famille, que cela ne ferait de mal à personne. Elle a dit que Garrett l'avait taquiné ce soir-là quand la charge a été passée. Il lui avait dit d'agir avec confiance, de continuer à danser, que tout passerait. Elle a dit que le personnel du club leur avait souri toute la nuit puis était devenu froid quand la carte a été refusée. Elle m'a dit qu'elle avait remis la pièce d'identité parce qu'elle avait paniqué. Elle avait pensé qu'utiliser mon nom la rendrait d'une certaine manière plus crédible, pas moins. Elle n'avait jamais pensé à ce que cela signifiait pour moi de l'autre côté de ce SMS de la banque à 3 heures du matin. En l'écoutant, j'ai senti ma colère envers elle commencer à changer. Elle n'a pas disparu. Elle avait le choix dans tout cela, et elle avait mal choisi. Mais sous les mauvais choix, je pouvais entendre autre chose. Une fille effrayée cherchant n'importe quelle approbation qu'elle pouvait obtenir. Les assurances d'Ethan. Le charme de Garrett. Les paillettes des clubs où tout le monde faisait semblant d'être plus riche, plus courageux, plus aimé qu'il ne l'était vraiment. Je lui ai dit d'une voix lente et stable que ce qu'elle avait fait était grave. Je lui ai dit que c'était mon nom et mon crédit avec lesquels elle était entrée. Pendant un moment, elle a ressemblé à nouveau à une enfant, comme la petite sœur qui avait l'habitude de grimper dans mon lit pendant les orages. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a dit qu'elle avait vraiment cru qu'Ethan l'aidait. Elle pensait qu'il était la seule personne dans la famille qui la voyait et voulait qu'elle se sente spéciale. Elle n'avait jamais imaginé qu'il nous utilisait toutes les deux pour cacher son propre désordre. Quand ils l'ont ramené dans sa zone de détention, je suis restée assise là un moment avec mes mains à plat sur la table, le métal froid sous mes paumes. J'avais l'impression de regarder un puzzle cassé où toutes les pièces appartenaient enfin à la même boîte. Ethan au centre, tirant les ficelles. Rebecca d'un côté, désespérée d'appartenir. Moi de l'autre, assez solide pour être utilisé comme un mur contre lequel s'appuyer sans jamais qu'on me le demande. De retour dans la salle de conférence, l'officier Rourke s'est éclairci la gorge et nous a dit qu'il y avait encore plus. Il a ouvert un dossier mince et a dit que Garrett Brooks était sur le radar depuis un certain temps. Il était lié à un schéma de remboursement suspect et de rétrofacturation dans plusieurs casinos et détaillants de luxe de la région.
Il soupçonnait qu'il orchestrait des achats puis les annulait, empochant la différence via un réseau de faux comptes. Le nom d'Ethan était apparu aux côtés du sien dans quelques-unes de ses pistes financières. Rien d'assez solide encore pour une inculpation complète, mais assez pour attirer l'attention du département. La nuit de Rebecca au club avait simplement traîné tous ses fils dans le même nœud. Mon crédit volé. La fausse pièce d'identité. Les jeux de Garrett. Les dettes d'Ethan. Le désespoir de mes parents. Tout était tissé ensemble plus serré qu'aucun d'eux ne le réalisait probablement. J'ai demandé ce qui arriverait à Rebecca. L'officier a dit que si elle coopérait pleinement et si c'était bien sa première infraction grave, il y avait une chance que le procureur puisse envisager un programme de déjudiciarisation au lieu de poursuite complète. Une sorte de conseil, de restitution, peut-être des travaux d'intérêt général. Il a dit que sa volonté de dire la vérité sur ce qu'Ethan et Garrett avaient fait compterait beaucoup. Puis il a croisé mon regard de cette manière stable à nouveau et m'a dit la partie que j'attendais à moitié et redoutais en même temps. Ethan était formellement convoqué à comparaître le lendemain pour un interrogatoire. Le département examinerait non seulement son rôle dans l'affaire de Rebecca mais aussi son lien possible avec les activités plus larges de Garrett. L'officier a dit que j'avais tout à fait le droit d'apporter toute documentation que j'avais. Les rapports de crédit. Les lettres de banque. Tout ce qui montrait depuis combien de temps ce schéma d'utilisation de mon identité durait. Il a dit que mes preuves pourraient faire la différence entre traiter cela comme une erreur d'un soir et le reconnaître pour ce que c'était vraiment. J'ai senti le dossier sur mes genoux, lourd de cette histoire, et j'ai su que dans moins de 24 heures, j'allais m'asseoir dans une autre pièce comme celle-ci pendant que mon frère essaierait de se sortir de la vérité par la parole. Je suis restée assise là dans la petite salle de conférence à Reno pendant quelques secondes silencieuses, sentant le poids de ce que demain apporterait. Puis Julia a touché mon bras et a dit que nous devrions rentrer avant que le temps n'empire. De la neige était attendue près du col, et elle ne voulait pas que nous soyons coincés entre deux états avec plus de questions en suspens. Alors nous avons rassemblé les papiers, remercié l'officier Rourke et sommes ressortis dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le trajet vers Evergreen le lendemain matin semblait plus lourd que les kilomètres eux-mêmes. J'avais passé la nuit dans un hôtel près de l'autoroute, trop agité pour rentrer chez moi à Denver et trop épuisé pour risquer de rester près de Reno. Julia avait proposé de venir avec moi pour affronter Ethan à nouveau, mais je lui ai dit que cette partie, je devais la faire seule. Elle a serré ma main avant de partir et a dit de l'appeler au moment où les choses tourneraient mal. Nous savions toutes les deux qu'elle le ferait. Evergreen semblait presque paisible sous la fine couche de neige tombée pendant la nuit. Les pins s'inclinaient sous le poids. Les toits brillaient d'un blanc doux sous le soleil du matin. Si un étranger traversait la ville, il penserait que cette ville n'était que chaleur et vie simple. Il n'imaginerait jamais qu'à l'intérieur d'une maison particulière près de la lisière des bois, une famille entière était assise sur un tas de secrets prêts à éclater. Je me suis garé dans la même allée où j'étais entré après le dîner de Noël. Les traces de pneus d'il y a quelques jours avaient gelé en crête. Mon estomac s'est serré alors que je marchais vers la porte. Je suis entré. Mes parents ne la verrouillaient jamais pendant la journée. Ethan était à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Ma mère était à l'évier en train de rincer une tasse. Mon père lisait le journal, faisant semblant de ne pas remarquer la tension qui s'engouffrait avec moi. La douleur familière a traversé ma poitrine. Je suis resté là un moment, attendant que quelqu'un me reconnaisse. Personne ne l'a fait. J'ai tiré une chaise en face d'Ethan et je me suis assise. Il a levé les yeux avec un sourire lent, comme s'il était agacé que j'ai interrompu ce qu'il regardait. Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il avait fait. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, et a haussé les épaules. J'avais vu ce haussement d'épaules 1000 fois tout au long de notre enfance. Celui qui disait qu'il était confiant de pouvoir charmer, esquiver ou intimider pour échapper à toute responsabilité. Il m'a dit que je réagissais de manière excessive. Que ce qui s'était passé avec Rebecca n'était rien d'autre qu'un malentendu. Les clubs étaient dramatiques, a-t-il dit. Ils exagéraient tout pour attirer l'attention. J'ai dit que ce n'était pas ce que la police m'avait dit. Il a agité la main et a dit que les policiers adoraient faire paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. Il m'a dit que les familles se serrent les coudes et se protègent. Il a dit que c'était mon rôle dans cette famille, que ça l'avait toujours été. Sa voix avait un tranchant, un ton qui me donnait la chair de poule. Il a dit que si je voulais vraiment aider Rebecca, j'enverrais les 20 000 $ pour qu'il puisse payer le club et garder son casier vierge. Il a dit qu'une erreur à son âge pourrait ruiner sa vie.
Ma mère l'a soutenu instantanément. Sa voix tremblait d'une émotion rodée. Elle a dit que j'avais toujours été la responsable, et que les gens responsables faisaient des sacrifices. Elle a dit que le club laisserait tout tomber si nous les payions. Mon père a plié son journal et a hoché la tête sans me regarder directement. Il a dit que parfois on ne pose pas de questions. On prend juste soin des siens. Je les ai tous fixés et j'ai senti quelque chose en moi basculer. Ce n'était pas exactement de la colère. Plutôt comme une vieille cicatrice s'ouvrant pour révéler que la blessure n'avait jamais guéri. J'ai rappelé à Ethan qu'il avait utilisé mon nom pour ouvrir des lignes de crédit. Qu'il avait volé mon identité. Qu'il avait entraîné Rebecca là-dedans parce que ça l'arrangeait. Il a de nouveau haussé les épaules et a dit qu'il n'avait utilisé ma pièce d'identité que quelques fois. Pas grand-chose. Nous étions une famille. Les familles partageaient les choses. Je lui ai dit que les historiques de crédit n'étaient pas des restes de vacances. Ils ne se passaient pas comme un plat à gratin. Il a souri et m'a dit que j'étais dramatique. Il a dit que si quelqu'un venait poser des questions, je devrais me calmer et agir comme une sœur solidaire. Il a dit que si j'arrêtais de faire des histoires, rien de tout cela ne me toucherait. Un autre haussement d'épaule. Un autre rejet. Quelque part au milieu de cette conversation, mon esprit a dérivé vers un souvenir si vieux et si familier qu'il semblait presque s'être produit dans la vie de quelqu'un d'autre. J'avais 19 ans, jonglant avec 3 emplois. Serveuse le soir. Travaillant à temps partiel à la bibliothèque l'après-midi. Faisant de la saisie de données sur mon vieil ordinateur portable jusqu'à 2 heures du matin. Tout ça pour pouvoir aider à couvrir les factures que mes parents ne pouvaient pas gérer. Des factures qu'Ethan avait aidé à créer mais qu'il n'avait jamais eu à affronter. Je me suis souvenu de mon père me tapotant l'épaule et me disant que c'était ce que faisaient les enfants aînés. Je me suis souvenu d'Ethan riant avec ses amis, conduisant une voiture que j'avais aidé à payer. Je me suis souvenu d'avoir remis mon chèque de paie entier pour couvrir la facture d'électricité un mois pendant qu'il se vantait d'un week-end à l'extérieur. La douleur en moi s'est approfondie. Cette douleur était plus vieille que les erreurs de Rebecca. Plus vieille que les lignes de crédit. Plus vieille que la fausse carte d'identité. Elle vivait sous mes côtes depuis l'enfance. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol, un bruit sec dans la cuisine calme. J'ai dit que si Ethan voulait s'expliquer, c'était le moment. Si mes parents voulaient justifier ce qu'ils avaient permis, c'était leur moment aussi. Mais personne n'a parlé. Mon père continuait de fixer son journal plié. Ma mère s'essuyait les mains sur un torchon sans se retourner. Ethan souriait à la table comme s'il avait déjà gagné. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être Julia qui prenait des nouvelles. Ou l'officier Rourke appelant pour un changement dans le programme de demain. J'ai reculé de la table et sorti mon téléphone. C'était un email. Du département des ressources humaines de mon entreprise. L'objet était une demande d'explication immédiate. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est coupé. Ils avaient reçu plusieurs plaintes. Des captures d'écran du livestream de Rebecca où elle avait pleuré dans des toilettes et dit que sa sœur aînée préférait la regarder souffrir plutôt que de l'aider. Des spectateurs avaient commenté avec mon nom complet, mon lieu de travail, mon titre de poste. Quelqu'un avait envoyé un email directement à mon employeur m'accusant de négligence, de cruauté et de mauvaise conduite. Les ressources humaines voulaient discuter de la situation dans les 24 heures. J'ai fermé l'email lentement. À ce moment-là, la cuisine est devenue plus petite, plus étroite, comme si les murs se rapprochaient. Ma famille n'a pas levé les yeux. Ils n'avaient aucune idée de ce que signifiait cet email. Ils ne se souciaient pas de demander. Ils ne se souciaient que des 20 000 $ qu'ils s'attendaient toujours à ce que je remette. J'ai regardé chacun d'eux, un par un. Le frère qui m'avait volé. La mère qui pleurait sur commande. Le père qui traitait les erreurs d'Ethan comme une météo malheureuse. Et tout ce que je ressentais était une clarté épuisée. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Mon père n'a rien dit. Ma mère a laissé échapper un petit son blessé. Ethan a marmonné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas pris la peine de déchiffrer. Dehors, l'air froid a frappé mes joues. Je suis resté près de ma voiture et j'ai fixé la neige empilée doucement le long du bord de l'allée. Les montagnes au-delà des arbres semblaient bleu pâle contre le ciel d'hiver. J'ai déverrouillé la voiture et me suis glissé à l'intérieur. Je suis resté assise là un moment à fixer le volant pendant que mon téléphone vibrait à nouveau avec une autre notification de travail. Ma réputation,
mon nom, mon travail, la vie que j'avais construite pièce par pièce à travers des années de sacrifice, était soudainement attaquée parce que ma famille voulait que je nettoie leur désordre une fois de plus. J'ai démarré le moteur. Je ne savais pas exactement ce que demain apporterait quand Ethan ferait face à l'interrogatoire, mais pour la première fois, je savais quelque chose avec une certitude absolue. J'avais fini de les laisser façonner l'histoire. Je suis sorti de l'allée et j'ai regardé la maison rétrécir dans ma lunette arrière alors qu'un nouveau type de peur et un nouveau type de résolution s'installaient durement et fermement dans ma poitrine. J'ai conduit sur la route sinueuse hors d'Evergreen avec le moteur bourdonnant bas sous moi et mes pensées bougeant trop vite pour être saisies. La neige s'épaississait à mesure que je montais vers l'autoroute, de petites taches blanches striant le pare-brise comme si ma vie était effacée et réécrite dans le même souffle. Au moment où j'ai atteint Denver, le soleil avait plongé derrière le front orange et les lumières de la ville commençaient à briller comme une constellation dispersée à travers l'obscurité. Je me suis garé à ma place habituelle devant mon immeuble mais je ne suis pas sorti tout de suite. Je suis resté assise avec mes mains sur le volant, le froid persistant d'Evergreen s'accrochant encore à mes doigts. Mon téléphone a vibré à nouveau avec une autre notification de mail du travail. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Je me suis finalement forcé à sortir de la voiture et j'ai pris l'ascenseur, sentant chaque étage monter comme une autre couche de pression s'installant sur moi. Le lendemain matin, je suis entré au bureau tôt, bien avant que la plupart de l'équipe n'arrive. Les couloirs étaient calmes, ce genre de calme qui semblait toujours à la fois paisible et menaçant. Je me suis fait une tasse de café dans la salle de pause, mais même l'odeur familière n'a rien fait pour calmer mes nerfs. Ma réunion avec les ressources humaines était prévue pour 9h pile. À 8h57, je suis entré dans la petite salle de conférence aux parois vitrées où Denise Holloway, la responsable des RH, attendait assise. Elle était généralement chaleureuse et encourageante, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et apportait des cookies aux réunions du personnel. Aujourd'hui, elle avait l'air fatiguée. Tendue. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Elle a commencé doucement. Elle a dit que l'entreprise m'appréciait. Elle a dit que j'étais l'une des ingénieurs les plus solides de notre équipe depuis des années. Elle a dit qu'elle admirait mon dévouement. Puis elle a ouvert un dossier sur la table et a fait glisser une capture d'écran imprimée vers moi. C'était le live stream de Rebecca. Son visage strié de larmes. Sa voix tremblante. Ces mots m'accusant de l'avoir laissé être humilié seul dans un couloir de commissariat. Denise a dit que la vidéo avait été largement partagée. Certains spectateurs avaient envoyé des emails à l'entreprise. Quelques-uns avaient posté des commentaires colériques sur les pages de nos projets. Elle a dit qu'ils s'inquiétaient pour la réputation de la marque, surtout avec le gros contrat municipal que nous étions sur le point de finaliser. Elle a dit que bien qu'elle comprit qu'il s'agissait d'une affaire familiale, l'attention en ligne rendait la direction nerveuse. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que le livestream de Rebecca manquait de contexte. Que la situation était liée à un vol d'identité, une fraude financière et une enquête policière. Que tout ce que Rebecca avait dit dans sa vidéo venait de la panique, de la pression et d'une vie entière de dysfonctionnement familial. Denise écoutait. Elle croyait plus qu'elle ne disait, je pouvais le voir. Mais elle semblait aussi piégée dans son rôle. Elle m'a rappelé que les entreprises s'inquiètent des apparences. Elle a dit que même lorsque les employés sont des victimes, les scandales familiaux désordonnés peuvent se répandre à la vue du public de manière incontrôlable pour les organisations. Elle a dit que l'équipe de direction voulait une explication par écrit. Elle a dit que nous devions prendre les devants avant que cela ne touche le projet de la ville. J'ai hoché la tête et j'ai senti quelque chose en moi s'enfoncer un peu plus bas. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour bâtir une réputation de fiabilité, d'intégrité et de force. Et maintenant, cette réputation était menacée par les personnes mêmes pour lesquelles j'avais le plus sacrifié. La porte s'est soudainement ouverte. Sophie Caldwell est entrée sans frapper. C'était une chef de projet avec qui je travaillais depuis des années, vive comme l'éclair, inébranlablement loyale et n'ayant jamais peur de dire des vérités inconfortables. Elle a demandé si elle pouvait se joindre à nous. Denise a accepté. Sophie s'est assise et a dit qu'elle avait vu le live stream. Elle a dit qu'elle avait déjà envoyé un email à la direction pour se porter garante de ma moralité. Elle a dit à Denise que j'étais la première à me porter volontaire pour des heures supplémentaires quand les délais étaient serrés, celle qui repérait les erreurs avant qu'elles ne deviennent des désastres, celle qui couvrait les autres sans qu'on le lui demande. Elle a dit que quoi qu'il se passe dans ma famille, cela n'avait rien à voir avec le genre de collègue ou d'ingénieur que j'étais. Sa voix était stable, protectrice et féroce d'une manière qui m'a serré la gorge. Pendant un moment,
je n'ai pas pu parler. Denise l'a remercié mais a dit que l'entreprise avait quand même besoin de documentation. Tout ce qui pourrait les aider à comprendre la situation si d'autres plaintes arrivaient. Elle a dit que ce n'était pas une mesure disciplinaire, mais que cela pourrait le devenir si l'histoire prenait de l'ampleur en ligne. Quand la réunion s'est terminée, je suis retourné à mon bureau en me sentant à la fois secoué et rassuré. Secoué parce que mon travail, le seul endroit de ma vie où je me sentais en sécurité et respecté, était soudainement vulnérable. Rassuré parce que Sophie m'avait soutenu sans hésitation. Même quand ma propre famille ne l'avait jamais fait. J'ai passé le reste de l'après-midi à rassembler tout ce que j'avais. J'ai imprimé les rapports de crédit que Julia m'avait montrés. J'ai organisé les messages de mes parents exigeant de l'argent. Les captures d'écran du nom d'Ethan liées à des comptes frauduleux. Le relevé d'hypothèque inversé dont mes parents ne m'avaient jamais parlé. Les enregistrements de messagerie vocale où ma mère suppliait et mon père menaçait. J'ai empilé chaque pièce à conviction en une pile soignée et je l'ai glissée dans un classeur. Je me suis rassise dans ma chaise alors que les lumières du bureau s'allumaient automatiquement avec la lumière du jour déclinante. De l'autre côté des fenêtres, Denver brillait contre le ciel bleu-gris. Je me sentais fatigué jusqu'à l'os mais déterminé. Si ma famille m'avait entraîné dans un désordre public, je ne me noierais pas silencieusement dessous. Je mettrais chaque vérité en avant, même celle que j'avais passé des années à essayer de ne pas voir. Mon téléphone a sonné juste au moment où je fermais le classeur. C'était Julia. Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose d'urgent en dessous. Elle a dit qu'elle avait parlé à l'officier Rourke. Ethan ne s'était pas présenté volontairement pour l'interrogatoire préliminaire. Il l'avait ramassé à la place. Il était détenu jusqu'à l'entrevue complète demain. Elle a dit que nous devions retourner à Reno d'ici le matin et nous préparer pour l'audience. Je suis resté là, tenant le téléphone contre mon oreille, le bureau maintenant presque vide autour de moi. Ethan était enfin dans un endroit qu'il ne pouvait pas écarter d'un haussement d'épaule, rejeté ou charmé pour s'en sortir. La réalité de ce qu'il avait fait s'installer autour de lui comme de l'eau froide. J'ai dit à Julia que je la retrouverais à l'aéroport à l'aube. Quand j'ai raccroché, j'ai pressé mes paumes à plat sur la surface fraîche du bureau et j'ai laissé le souffle que je retenais quitter lentement ma poitrine. La journée avait commencé par une menace pour ma carrière et se terminait par la première véritable fissure se formant dans le bouclier qu'Ethan avait utilisé toute sa vie. J'ai éteint mon ordinateur, rassemblé le classeur et marché vers l'ascenseur. Ma chance de confronter enfin la vérité sous la pleine lumière de la loi m'attendait à Reno. Et je savais, au plus profond de ma poitrine, que tout après-demain serait différent. Le lendemain matin est arrivé plus vite que mon esprit ne pouvait suivre. Un instant, j'étais allongé dans le noir à fixer le plafond de mon appartement, écoutant le bourdonnement du chauffage, et l'instant d'après, je traînais ma valise à travers l'aéroport calme de Denver, le ciel dehors encore noir d'encre et lourd. Julia m'a retrouvé à la file de sécurité avec un mug de voyage dans une main et sa mallette dans l'autre. Elle m'a lancé un regard qui disait qu'elle savait que je n'avais pas beaucoup dormi non plus. Le vol vers Reno a semblé suspendu dans sa propre poche de temps étrange. L'avion est monté au-dessus des nuages et le monde extérieur s'est transformé en un drap blanc vierge. Je regardais l'aile coupée à travers ce vide et je pensais au nombre de fois où j'avais renfloué ma famille sans jamais leur faire regarder les dégâts de près. Cette fois serait différente. Cette fois, il y aurait une salle et un dossier et un juge qui ne se souciaient pas des histoires de famille, seulement des faits. Au moment où nous avons conduit au palais de justice du comté de Washoe, le soleil d'hiver était levé mais luttait pour percer les minces nuages gris. Le bâtiment s'élevait devant nous, tout en ligne carrée et en pierre pâle, pas grandiose mais solide d'une manière qui me tordait l'estomac. À l'intérieur, l'air sentait le papier, la vieille poussière et une faible odeur de café qui était restée trop longtemps. Les gens se déplaçaient dans le hall avec ce mélange particulier de nervosité et d'ennui propre aux tribunaux. Nous nous sommes enregistrés auprès du greffier et avons suivi un adjoint dans un couloir étroit jusqu'à une petite salle d'audience. Ce n'était pas comme celle qu'on voit dans les films, pas de plafonds imposants ni de lustres dramatiques, juste des rangées de bancs en bois, une balustrade basse et un banc à l'avant où le juge s'assiérait. Un seau était accroché au mur derrière. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus. Rebecca était assise à une table près de l'avant. Elle portait les mêmes vêtements que je l'avais vue porter au poste, mais quelqu'un lui avait donné un gilet. Il tombait de ses épaules comme si elle était une enfant habillée avec des vêtements empruntés. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval serrée qui ne cachait rien de ses yeux enflés. Elle a levé les yeux quand je suis entré et pendant une brève seconde, quelque chose comme de l'espoir a vacillé sur son visage.
Puis mes parents sont entrés derrière moi et l'air dans la pièce a changé. Maman serrait son sac à main contre sa poitrine comme si c'était un radeau de sauvetage. Ses yeux voletaient autour de la pièce, atterrissant partout sauf sur moi. La mâchoire de papa était si serrée que je pouvais voir les tendons de son cou. Il ne m'a pas regardé non plus, a juste marché directement vers le banc derrière Rebecca et s'est assis, sa main reposant sur le dossier de sa chaise dans un geste silencieux de possession. Ethan est arrivé en dernier, escorté par un adjoint. Il portait son plus beau jean et une chemise boutonnée, mais l'effet était atténué par les marques de menottes autour de ses poignets. Pour la première fois depuis longtemps, il n'est pas entré dans une pièce comme s'il la possédait. Il a jeté un coup d'œil rapide à mes parents, puis à moi, puis a rapidement détourné le regard, sa bouche se serrant. Julia et moi avons pris place à une table séparée réservée aux parties intéressées. Elle a disposé le classeur entre nous et placé un petit bloc-notes à côté. Sa présence calme et stable m'a un peu ancré. Je me suis concentré sur sa présence et j'ai essayé de ne pas laisser mes yeux dériver vers le jugement sur les visages de mes parents. L'huissier a appelé la salle à l'attention quand le juge Alan Keating est entré. C'était un homme âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés et des rides profondes autour de la bouche qui suggéraient qu'il avait passé des années à écouter les gens lui mentir. Son regard a balayé la salle d'audience et s'est posé brièvement sur chacun de nous, absorbant plus qu'il ne disait. Il a commencé par passer en revue les bases. Il y avait une accusation contre Rebecca pour présentation d'une identification frauduleuse et défaut de paiement d'une facture de club importante, avec la complication supplémentaire que l'identification appartenait à un frère ou une sœur aînée qui n'avait pas donné son consentement. Il y avait une enquête en cours sur de possibles crimes financiers impliquant son frère Ethan et un homme nommé Garrett Brooks. L'audience d'aujourd'hui ne résoudrait pas tous les aspects mais aborderait les préoccupations immédiates et déterminerait les prochaines étapes. La procureure a parlé en premier, décrivant comment Rebecca était entrée dans le club avec une carte qui ne lui appartenait pas et une pièce d'identité qui n'était pas vraiment la sienne. Elle a décrit l'ardoise de $7 500, la charge refusée, l'avis de la banque, l'appel du personnel à la police. Elle a mentionné que la carte était liée à des comptes qui semblaient avoir été ouverts en utilisant des informations d'identité de la sœur aînée, moi, sans autorisation. Puis ce fut mon tour. Julia a poussé le classeur plus près et le juge a demandé si je souhaitais présenter des informations. Mes jambes semblaient raides quand je me suis levé. J'ai porté le classeur à l'avant et je l'ai placé sur la table des preuves avec des mains qui ne tremblaient qu'un peu. J'ai expliqué, aussi simplement que possible, que des comptes avaient été ouverts à mon nom depuis l'adresse de mes parents. Que je ne les avais jamais autorisés. Que le schéma des charges et des paiements correspondait au chaos financier que je soutenais sans le savoir depuis des années. Je lui ai parlé du rapport de crédit que Julia avait extrait, de l'avis de défaillance que j'avais trouvé, de l'hypothèque inversée que mes parents avaient contractée sans jamais m'en parler. J'ai fait glisser vers l'avant les copies des lettres. Les relevés de crédit. Les notifications bancaires de la nuit de la charge au club. Le juge les a feuilletées lentement, son expression illisible. La procureure prenait des notes. Ethan fixait la table. Maman a couvert sa bouche avec sa main, ses épaules tremblant, mais elle ne me regardait toujours pas. Quand j'ai décrit comment Ethan avait donné à Rebecca une carte liée à l'un de ses comptes frauduleux, quelque chose dans la pièce a changé. Le juge Keating a demandé directement à Ethan s'il l'avait fait. Ethan s'est éclairci la gorge, a essayé de sourire et a dit qu'il avait seulement voulu aider sa petite sœur à passer un bon moment. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé qu'il y avait quelque chose de mal avec la carte. Il a dit que Garrett avait géré les détails. Il a essayé de s'appuyer sur ce mot erreur comme s'il allait le sauver. La procureure a demandé s'il avait accédé à l'ancienne identification de sa sœur. Ethan a hésité juste assez longtemps pour que le silence compte. Puis il a admis qu'il l'avait utilisé quelquefois pour aider Rebecca à entrer dans des endroits où elle se sentait déplacée. Il a dit qu'il ne voyait pas où était le problème. Il a dit que les familles partageaient, et de plus, tout le monde exagérait ce qui s'était vraiment passé au club. Son ton était décontracté, à la limite de l'agacer, comme si toute la procédure était un inconvénient. Le juge a écouté sans réagir, puis s'est tourné vers les documents. Il a interrogé la procureure sur le lien avec Garrett. Elle a expliqué que les dossiers financiers montraient un schéma d'achat et de remboursement utilisant des comptes qui se chevauchaient, certains au nom de Garrett, d'autres non, certains liés aux informations d'emploi d'Ethan, et certains liés à mon identité volée. Ce n'était pas encore une image complète, mais c'était suffisant pour indiquer qu'Ethan était une figure centrale, pas juste un frère innocent. Rebecca a commencé à pleurer doucement à la table.
Au début, c'était juste un scintillement dans ses yeux, puis un petit son lui a échappé, et bientôt des larmes glissaient sur ses joues sans retenue. Elle s'est tournée sur sa chaise pour me regarder pleinement pour la première fois ce jour-là. L'excuse sur son visage était si brute que ça faisait mal à voir. Elle a demandé au juge si elle pouvait parler. Il l'a permis. Sa voix tremblait alors qu'elle admettait avoir cru Ethan quand il lui avait dit que la carte était sûre à utiliser. Elle a dit qu'elle pensait honnêtement que j'avais accepté, qu'Ethan lui avait dit que c'était l'argent de la famille et que je serais d'accord. Elle a dit qu'elle avait tellement voulu impressionner ses amis, suivre l'image que Garrett et sa bande projetaient, qu'elle avait ignoré le nœud dans son estomac quand elle avait remis cette fausse pièce d'identité. Elle s'est retournée vers moi et a dit qu'elle était désolée. Pas dramatique, pas répété, juste petit et brisé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu traîner mon nom dans la boue, au travail ou en ligne ou dans ce club. Elle avait pensé qu'elle empruntait un peu de ma force. Elle n'avait pas réalisé à quel point j'avais déjà été forcé d'en donner. Mes yeux brûlaient, mais j'ai soutenu son regard et j'ai hoché la tête juste une fois. Je ne pouvais pas effacer ce qu'elle avait fait, mais je pouvais voir clairement maintenant qu'Ethan avait tracé le chemin pour ses pieds et avait ensuite reculé pour la laisser faire la chute. C'est alors que mon père s'est levé d'un bond. Il a pointé un doigt tremblant dans ma direction et sa voix est sortie plus forte qu'elle n'avait le droit de l'être dans cette pièce calme. Il a dit que je détruisais la famille. Il a dit que laver son linge sale comme ça devant des étrangers était impardonnable. Il a dit que j'avais toujours pensé que j'étais meilleur que parce que j'avais déménagé à Denver et obtenu un diplôme et un travail chic, et maintenant me voilà jetant mon frère sous le bus pour me donner l'air vertueuse. L'huissier a fait un pas en avant, mais le juge a levé la main et a dit à mon père de s'asseoir. Mon père ne l'a pas fait. Il a continué de parler, les mots se déversant pleins de fureur et d'humiliation et du besoin désespéré de blâmer quelqu'un d'autre que le fils qu'il avait passé une vie à protéger. Tous les yeux dans la pièce passaient de nous à lui. J'ai senti quelque chose en moi se durcir. J'ai dit à mon père d'une voix qui est restée stable que je ne détruisais pas la famille. Je me protégeais parce que personne d'autre ne l'avait jamais fait. J'ai dit que j'avais passé des années à boucher les trous d'un navire que je n'avais pas percé en premier. J'ai dit qu'il avait choisi, encore et encore, de protéger Ethan des conséquences et de m'utiliser comme le filet de sécurité invisible. Le juge est intervenu alors, son ton ferme. Il a rappelé à tout le monde que ce n'était pas une séance de thérapie, c'était une procédure légale. Il a appelé à l'ordre et a attendu que mon père se rassied lentement sur son siège, marmonnant dans sa barbe. Après cela, la pièce a semblé différente. Plus légère, d'une manière étrange, comme si la vérité avait enfin été tirée de sous la table où tout le monde faisait semblant de ne pas la voir. Le juge a pris un moment, regardant d'Ethan à Rebecca, à moi, puis à mes parents. Il a dit que les preuves montraient un schéma clair d'utilisation abusive d'identité et de crédit lié à Ethan, avec Rebecca prise dans les retombées. Il a dit que l'enquête complète sur le stratagème financier plus large avec Garrett Brooks continuerait, et que des charges plus graves pourraient suivre. Pour l'instant, il a statué qu'Ethan serait placé dans un programme obligatoire de responsabilité financière et de réhabilitation, supervisé par le tribunal, pendant que les enquêteurs creuseraient plus profond. Il lui serait interdit d'ouvrir ou d'accéder à toute nouvelle ligne de crédit et il serait tenu d'assister à des sessions régulières et de soumettre des rapports financiers détaillés. Quant à Rebecca, il a reconnu sa coopération et son rôle limité. Il a dit qu'elle serait acceptée dans un programme de déjudiciarisation, se concentrant sur la prise de décision, la littératie financière et le conseil. Si elle le complétait entièrement et se conformait à toutes les exigences, l'accusation liée à la pièce d'identité pourrait être réduite ou rejetée. Elle devait toujours faire face à la restitution au club, mais le chemin devant elle n'était pas une cellule, c'était une leçon difficile et une seconde chance. Mes parents sont restés figés. Ma mère m'a enfin regardé, mais je ne pouvais pas lire son expression. C'était un mélange emmêlé de colère, de chagrin, de peur et de quelque chose qui aurait pu être de la réalisation. Le juge a conclu l'audience, fixant des dates pour les examens de suivi. L'huissier nous a demandé de nous lever alors qu'il sortait. La pièce s'est détendue par degrés lents alors que les gens rangeaient des papiers et rassemblaient leurs affaires. Alors que je me tournais pour récupérer le classeur sur la table, j'ai entendu la voix de mon père derrière moi. Elle était plus calme maintenant, mais d'une certaine manière plus lourde que ses cris précédents. Il m'a dit qu'à partir de ce jour, je n'étais plus sa fille. Les mots se sont posés sur ma nuque comme une main froide. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. La pièce autour de moi s'est brouillée sur les bords. J'ai senti la présence de Julia à mes côtés, solide et calme, et je me suis redressé lentement,
le classeur pressé contre ma poitrine comme un bouclier. J'ai marché vers la sortie sans me retourner vers lui, sachant qu'une ligne venait d'être tracée qui ne pourrait jamais être effacée. J'ai quitté le palais de justice avec les mots de mon père résonnant encore au fond de mon esprit, mais au lieu de me briser, ils se sont installés en moi comme quelque chose de vieux et de fini. Le vol de retour vers Denver a été calme. Julia travaillait sur des emails à côté de moi, et je fixais les nuages par la fenêtre, ressentant un calme étrange et lourd. Ma famille m'avait toujours traité comme un outil, une ressource, un nom assigné sur la ligne pointillée chaque fois que leurs problèmes débordaient. Entendre mon père me renier ressemblait moins à une blessure qu'à une confirmation de ce qui était vrai depuis longtemps. De retour à Denver, le rythme du travail et de la vie normale m'a stabilisé pendant quelques jours. J'ai déjeuné avec Sophie, qui a refusé de me laisser dériver dans le silence. Les RH avaient accepté ma documentation et promis de surveiller la situation. Pourtant, le poids de tout cela persistait dans les coins de mon appartement comme un courant d'air que je ne pouvais pas complètement fermer. Puis des nouvelles d'Evergreen ont commencé à arriver au compte-gouttes. Ma tante de Colorado Springs a appelé la première. Elle a parlé dans un murmure, disant que toute la ville bourdonnait à propos de l'enquête sur Ethan. Les gens de l'église de mes parents avaient commencé à demander si les rumeurs étaient vraies. Quelqu'un avait vu la voiture du shérif garée devant la maison. Ma mère avait été aperçue à la quincaillerie l'air vidé. Mon père, a-t-elle dit, marchait en ville les épaules serrées et le menton haut, comme un homme refusant de voir la tempête derrière lui. Ce même après-midi, un voisin dont je me souvenais à peine m'a envoyé une photo, un avis de saisie, scotché en plein sur la porte d'entrée de la maison où j'avais grandi. 45 jours, disait la lettre, avant que la banque ne prenne possession en raison de la dette d'hypothèque inversée impayée. J'ai fixé la photo pendant un long moment. La neige poudrait le Porsche, un Porsche où Rebecca avait l'habitude de colorier à la craie et où je m'étais assise avec des manuels scolaires et des dîners de fast-food l'année où j'avais 3 emplois. Ce Porsche portait maintenant un avertissement que mes parents avaient signé pour le faire exister. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais surtout fatiguée. Cette maison n'avait jamais été à moi pour la perdre, et pourtant j'avais été celle qu'on attendait pour la sauver. Maman a recommencé à appeler après ça. J'ai bloqué 2 numéros, puis 3. Elle laissait des messages vocaux qui oscillaient entre les sanglots et les accusations froides. Elle disait que si j'avais de la compassion, je rentrerais à la maison et réparerais ça. Elle disait que j'avais tourné le dos à ma famille quand ils avaient le plus besoin de moi. Elle disait quel genre de fille s'éloigne pendant que le toit s'effondre. J'ai supprimé les messages. Mais certains passaient assez longtemps pour que ces mots s'accrochent à l'intérieur de mon esprit. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être la fille qu'elle voulait. Maintenant, elle voulait quelqu'un à blâmer, et j'étais la cible la plus facile. Quelques jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un indicatif de l'Arizona. C'était grand-mère Clara. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir, mais assez stable pour trancher à travers tout. Elle a dit qu'elle avait entendu des morceaux de l'histoire et se sentait honteuse de n'avoir pas vu plus tôt à quel point j'avais été maltraitée. Puis elle m'a parlé du testament. Il y a des années, elle et mon grand-père avaient prévu de partager leur héritage également entre leurs petits-enfants. Mais quand les papiers sont revenus après sa mort, les distributions avaient été changées. Ethan recevrait la majorité. Rebecca une somme modeste. Mon nom était presque absent. Quand elle a interrogé mon père à ce sujet, il a dit que les avocats leur avaient conseillé de consolider les actifs et qu'ils diviseraient les choses plus tard. En deuil et accablée, elle l'a cru. Maintenant, elle soupçonnait qu'il avait utilisé sa confiance de la même manière qu'il avait utilisé la mienne. Je l'ai remercié avec un serrement dans la gorge que je pouvais à peine ravaler. Pendant un moment, je me suis permis de ressentir la simple douleur d'avoir quelqu'un dans ma famille vraiment de mon côté. 2 matins plus tard, on a frappé doucement à la porte de mon appartement. Rebecca se tenait dans le couloir tenant un petit sac de voyage, ses épaules enroulées vers l'intérieur comme si elle se préparait contre le vent. Quand je me suis écarté, elle est entrée silencieusement, regardant autour de ma maison avec l'hésitation de quelqu'un entrant dans une église. Elle s'est assise à la table et a joint ses mains, puis les a disjointes, puis a finalement chuchoté qu'elle était désolée encore une fois. Mais cette fois, son excuse était différente. La panique avait disparu. Ce qui restait était l'honnêteté. Elle a dit que ses séances avec le conseiller de déjudiciarisation l'avaient forcée à regarder sa vie, vraiment la regarder. Elle a dit qu'elle avait passé des années à laisser Ethan définir ce qui comptait. Elle avait tellement voulu son approbation qu'elle s'était laissée entraîner dans chaque mensonge qu'il racontait.
Elle a admis qu'il avait façonné la façon dont elle me voyait, me peignant comme contrôlante, rigide, quelqu'un à envier plutôt qu'à admirer. Elle a levé les yeux alors, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas au pardon rapidement. Elle a dit qu'elle ne savait même pas qui elle était sans la voix d'Ethan dans son oreille, sans nos parents définissant sa valeur. Elle savait juste qu'elle voulait changer. Elle voulait apprendre à prendre des décisions qui ne dépendaient pas des souhaits de quelqu'un d'autre. Elle ne voulait plus être leur marionnette. Quelque chose en moi s'est adouci. J'avais été tellement en colère contre elle. Blessée. Trahie. Mais maintenant, elle ressemblait plus à la petite sœur qui avait l'habitude de grimper dans mon lit après des cauchemars, ayant besoin de réconfort plus que tout. Je lui ai dit la vérité, la confiance prendrait du temps, mais je voulais qu'elle trouve sa propre vie. Pas l'ombre qu'Ethan avait jetée sur elle. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte. C'était bref mais réel. 2 jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres adressée avec l'écriture serrée et anguleuse de mon père. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un court message me disant de ne jamais revenir à la maison. Il a écrit que je l'avais trahi, embarrassé Ethan et détruit la famille. Il a dit que je n'étais plus la bienvenue. En bas, il avait écrit « Ne reviens pas ». J'ai posé la lettre sur le comptoir et je suis resté là longtemps. J'ai attendu le chagrin, la piqûre familière de ne pas répondre à leurs attentes. Mais rien n'est venu. C'était comme si toute la culpabilité que j'avais portée pendant 36 ans s'était finalement éteinte d'elle-même. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau de Julia. Elle était assise derrière son bureau avec une pile de dossiers étalés devant elle. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe, son expression sérieuse. Elle a dit qu'elle avait fouillé dans les registres publics après notre dernière réunion, cherchant toute autre chose liée à mon nom. Puis elle a fait glisser une photocopie vers moi. C'était un document de près de 2018. Une banque avec laquelle je n'avais jamais fait affaire. Une signature qui était censée être la mienne, mais au moment où je l'ai examinée, j'ai vu la différence. La façon dont les lettres penchaient. La forme de la boucle finale. L'écriture de mon père, portant un masque en forme de la mienne. Julia a dit qu'elle n'avait aucun doute que la signature était falsifiée. Elle a dit que cela changeait l'image, que ce n'était pas juste un parent négligent mais un schéma délibéré d'utilisation de mon identité pour amortir les choix financiers de la famille. Elle a dit que je devais décider si je voulais porter plainte. J'ai fixé le papier. Tout en moi s'est immobilisé. Mon père m'avait dit un jour que la famille se serre les coudes. Maintenant je réalisais qu'il voulait dire que la famille se serre les coudes tant que je restais silencieuse, obéissante et utile. J'ai dit à Julia que je voulais aller à Evergreen une fois de plus. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai hoché la tête. J'ai dit que ce n'était pas pour persuader qui que ce soit ou réparer quoi que ce soit. C'était pour regarder mes parents dans les yeux et leur dire que je ne porterais plus leurs dégâts. Je ne serai pas leur compte en banque. Leur bouc émissaire. Leur police d'assurance. Plus jamais. Quand je suis sorti de son immeuble, le ciel d'hiver était brillant et froid, l'air vif dans mes poumons. J'ai marché vers ma voiture avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. La prochaine fois que je conduirais vers Evergreen, ce ne serait pas en tant que leur fille essayant de s'adapter à un rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Ce serait en tant que femme se tenant sur ses propres pieds, prête à dire au revoir selon ses propres termes. J'ai conduit vers Evergreen avec une stabilité que je n'avais jamais ressentie sur cette route auparavant. Les montagnes s'élevaient de chaque côté de moi, nettes contre le ciel d'hiver, et plus je me rapprochais de la maison de mes parents, plus mes pensées devenaient claires. Ce n'était pas une mission de sauvetage. C'était une clôture. Je me suis garé au bord du trottoir et suis sorti dans l'air froid. La maison semblait plus petite que dans mon souvenir, presque timide derrière la vie de saisie toujours scotchée sur la porte d'entrée. Pendant un moment, je suis resté juste là, respirant l'odeur du pain et de la neige, me laissant sentir le poids des années qui m'avaient ramené à ce moment. À l'intérieur, le salon était sombre, éclairé seulement par une petite lampe près du canapé. Mon père était assis raidement dans son vieux fauteuil inclinable, les bras croisés, comme s'il se préparait à un combat qu'il était déjà certain de gagner. Ma mère était assise à côté de lui, les épaules voûtées, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Ethan était appuyé contre le mur derrière eux, les mains dans les poches, paraissant plus vieux que ses 33 ans, un homme portant des conséquences pour la première fois de sa vie. Julia est entrée derrière moi, dossier en main. Personne ne l'a salué.
Personne ne m'a salué non plus. Le silence semblait épais, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Mon père a parlé en premier. Sa voix était tranchante, presque cassante. Il a dit que si j'étais ici pour m'excuser de ce que j'avais fait au tribunal, je pouvais faire demi-tour tout de suite. Il a dit qu'il ne l'accepterait pas de toute façon. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti cet endroit creux familier en moi s'élargir. Puis je lui ai dit calmement et fermement que je n'étais pas là pour m'excuser. Julia s'est avancée et a ouvert le dossier, plaçant un document de prêt imprimé sur la table basse. Mon père y a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard comme si c'était un courrier indésirable ennuyeux. Julia a expliqué que ce document portait une signature falsifiée, la mienne, datée de 2018, liée à un prêt que je n'avais jamais accepté et à une banque que je n'avais jamais utilisée. Elle a dit que l'écriture correspondait à son schéma, pas au mien. Ma mère a haleté doucement. Ethan a bougé, mal à l'aise. Mon père a à peine cligné des yeux. Il a dit que tout le monde exagérait tout. Il a dit que les gens de notre famille cédaient toujours. Il a dit que c'était juste une petite signature. Rien de plus. Ma mère a chuchoté son nom comme une supplique, mais il ne l'a pas regardé. Julia a disposé la preuve suivante, l'avis de défaillance de 2020 adressé à moi mais intercepté chez eux. Puis la confirmation par email des lignes de crédit liées à mon numéro de sécurité sociale. Puis une analyse de comparaison de signatures. Puis la photo de l'avis de saisie de la semaine dernière. Mon père est resté assis là, serrant la mâchoire à chaque page qu'elle tournait. Ma mère a commencé à trembler, des larmes glissant sur ses joues. Ethan fixait le sol, de la façon dont un enfant pourrait regarder un jouet cassé qu'il réalise enfin ne pas pouvoir réparer. Quand Julia a eu fini, je me suis avancé. Ma voix semblait plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'ai dit que je savais tout maintenant. Les comptes à mon nom. Les prêts. Les signatures. Les choix qu'ils avaient faits tout en prétendant que j'étais égoïste d'essayer de vivre ma propre vie. J'ai dit que j'avais passé des années à faire des heures supplémentaires, à prendre des quarts supplémentaires, à sacrifier des vacances et des fêtes parce que je pensais aider une famille qui m'aimait. Mais maintenant je voyais que j'avais été utilisé. Mon père a bondi de son fauteuil et a exigé de savoir ce que je comptais faire. Il a demandé si j'appelais la police ensuite. Si j'étais là pour l'humilier à nouveau. Si je voulais détruire le reste du peu qu'il leur restait. J'ai tenu bon. Je lui ai dit non. Je ne portais pas plainte au pénal. J'ai dit qu'il ferait face aux conséquences financières de ses choix, mais que je ne le traînerais pas devant un autre tribunal. J'ai dit que la simple vérité suffisait. La vérité est qu'à partir de ce moment, je n'avais plus ma place dans cette maison. Ma mère a laissé échapper un son qui était presque un gémissement. Elle a tendu la main vers moi, me suppliant de rester, me suppliant de comprendre, me suppliant de croire qu'elle ne savait pas tout ce que mon père avait fait. Mais les années avaient usé l'endroit en moi où ses suppliques atterrissaient habituellement. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait la paix, mais que je ne pouvais plus porter son chagrin. Ethan a finalement levé la tête. Son visage était vidé de toute l'assurance arrogante qu'il portait autrefois comme une veste. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu ruiner ma vie. Il a dit qu'il pensait pouvoir arranger les choses avant que je ne le découvre. Il a dit qu'il pensait que j'étais assez forte pour gérer les retombées. Je lui ai dit que la force n'était pas une excuse pour le vol. Ou la tromperie. Ou la trahison. Il a hoché la tête une fois, comme un homme acceptant une sentence qu'il savait secrètement venir depuis le début. Il n'y avait plus rien à dire après cela. J'ai marché vers la porte. Julia a suivi silencieusement. Derrière moi, j'ai entendu ma mère pleurer, mon père jurer et Ethan chuchoter quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Je ne me suis pas retourné. 2 semaines plus tard, la maison Whitford était vidée. Les volets étaient fermés. La cour était envahie par la végétation. Un panneau de location pendait au bord de l'allée où Ethan jouait autrefois au basket. J'ai appris que mes parents avaient déménagé dans une petite location à l'autre bout de la ville. Ethan a perdu son emploi à l'atelier automobile quand le propriétaire a appris l'enquête. Il était tenu d'assister à des sessions obligatoires de responsabilité financière 3 fois par semaine et de rembourser une partie de la dette frauduleuse. Maman a pris un travail à temps partiel dans un centre pour personnes âgées. Papa refusait de parler à quiconque de ce qui s'était passé. Le karma était arrivé à sa manière calme et régulière, une conséquence à la fois. Rebecca est entrée dans son programme de conseil et de mentorat à Reno. 1 mois plus tard,
j'ai reçu un email d'elle, court et prudent. Elle écrivait qu'elle comprenait enfin à quel point les schémas de notre famille l'avaient façonnée, à quel point elle avait dérivé loin de qui elle voulait être. Elle m'a remercié de ne pas l'avoir abandonnée même quand elle avait rendu cela si difficile. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour, quand elle aurait assez guéri, nous pourrions recommencer en tant qu'adultes au lieu des ombres de notre passé. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai lu son message 2 fois. Puis je lui ai envoyé une réponse lui disant que j'étais fier d'elle. C'était suffisant pour l'instant. La vie à Denver a commencé à sembler différente d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement avec un balcon qui faisait face aux montagnes. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai laissé les rideaux du salon ouverts juste pour voir le lever du soleil illuminer la neige. Sophie et Julia sont venues un samedi matin. Nous avons bu du café et nous sommes assises sur mon balcon enveloppés dans des couvertures, parlant de tout et de rien. J'ai ressenti une sorte de paix que je n'avais jamais connue dans la maison de mes parents. Une paix qui venait du fait de choisir une vie au lieu d'y survivre. Il y avait des moments où le chagrin me rattrapait, des moments où je me souvenais des fêtes dans la vieille maison ou de la façon dont j'espérais que mon père serait fier de moi. Mais le chagrin ne me possédait plus. Il passait juste, laissant la place à quelque chose de plus stable. Alors que l'hiver tournait au printemps, j'ai réalisé que j'avais atteint la fin d'une route longue et douloureuse. J'avais affronté la vérité. Je m'étais choisi. J'étais sorti d'une histoire qui n'avait jamais été écrite pour mon bénéfice. Et pour la première fois de ma vie, le prochain chapitre m'appartenait entièrement. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.